Fugu. Kyoto, 1975. Mitsugoro Bando 8 est un trésor national vivant. Acteur de kabuki légendaire, honoré par l'État japonais. Ce soir-là, il commande 4 portions de foie de fugu dans un restaurant réputé. Le chef refuse. La loi est claire, le foie est interdit. Bando insiste. Il connaît le risque, il a déjà mangé ce morceau, il sait ce qu'il fait. Le chef finit par céder. 3 heures plus tard, Bando est mort. Le foie du poisson globe concentre la tétrodotoxine, une neurotoxine environ 1200 fois plus puissante que le cyanure. Elle bloque les canaux sodiques des neurones. Le corps entier se paralyse, progressivement, sans douleur particulière. Les poumons cessent de fonctionner. L'esprit reste conscient. Il n'existe aucun antidote. Au Japon, préparer le fugu exige une licence d'État, 3 ans de formation minimum. L'examen final, découper un fugu, préparer le plat, le manger soi-même devant le jury. 22 organes doivent être retirés avec une précision chirurgicale. Une perforation d'1 millimètre dans la vésicule biliaire ou les ovaires suffit à contaminer toute la chair. 5 à 10 morts annuelles, systématiquement parmi des amateurs qui préparent leur propre prise. L'ironie est cruelle. En élevage contrôlé, le fugu élevé sans sa nourriture naturelle, étoile de mer, vers spécifique, ne développe aucune toxine. Il est parfaitement inoffensif. Mais la tradition japonaise exige le poisson sauvage. Le danger fait partie du goût. Certains plaisirs refusent d'être domestiqués. Manioc amer. Mozambique, 1981. Une guerre civile dévaste le pays depuis 6 ans. Les populations fuient, se terrent dans les forêts, mangent ce qui pousse. Le manioc amer est partout. Résistant, productif, rapide. La préparation correcte exige un trempage de 48 heures minimum dans de l'eau courante renouvelée, puis une cuisson prolongée. La guerre n'attend pas. On réduit les étapes. On mange ce qui est à peine prêt. Le konzo commence à frapper. Une paralysie spastique irréversible des membres inférieurs qui s'installe en quelques jours. Les enfants d'abord. Leur métabolisme absorbe le cyanure plus vite. Ils marchent un matin, ils ne marchent plus le lendemain. La cause ? Le cyanure d'hydrogène, libéré par la linamarine du manioc lors de la mastication. Le trempage lessive cette molécule. La cuisson la volatilise. Sans ces 2 étapes, la dose devient neurotoxique. Entre 1981 et 1986, plus de 1000 cas documentés au Mozambique. D'autres épidémies au Congo, en Tanzanie, en République centrafricaine. Le manioc nourrit aujourd'hui 800 millions de personnes. C'est la 3e source de calories africaine. Les variétés amères contiennent jusqu'à 5 fois plus de glycosides cyanogènes que les variétés douces. Elles poussent dans les sols les plus ingrats, survivent à la sécheresse, ne demandent presque rien. Ce sont précisément les populations qui n'ont rien d'autre à manger qui les consomment. L'OMS estime que le manioc mal préparé paralyse et tue plusieurs centaines de personnes chaque année. Pas par ignorance, le savoir existe, il se transmet. Par manque de temps, de carburant, d'eau propre, par faim qui ne peut pas attendre. Le manioc amer ne tue pas. La pauvreté qui empêche de le préparer correctement, si. Amanite phalloïde. Rome, 13 octobre 54 après Jésus-Christ. L'empereur Claude dîne. Au menu, des champignons, son plat préféré dit-on. Des amanites César, délicieuses, dorées, ramassées dans les forêts du Latium. Il mange avec appétit. 12 heures plus tard, les vomissements commencent. Puis la diarrhée sanglante. 3 jours d'agonie. Il meurt. Agrippine, son épouse, fait couronner Néron dans les heures qui suivent. L'histoire officielle parle d'accident. Les historiens anciens murmurent autre chose. L'amanite phalloïde ressemble en tout point à l'amanite des Césars. Même chapeau lisse, même couleur verdâtre à maturité. 2 détails séparent le repas du suicide. Un anneau autour du pied, une volve à la base. En l'an 54, aucune mycologie, aucune science du champignon. Juste l'expérience, la chance, et peut-être la mauvaise intention de quelqu'un qui savait. La phalloïde tue par destruction hépatique silencieuse. L'amanitine bloque la synthèse des protéines dans les cellules du foie, qui se nécrosent une par une. Le mécanisme le plus pervers, après 2 jours de souffrances intenses, une rémission apparente. Le malade se sent mieux, ses proches se rassurent. C'est le calme avant l'effondrement organique final. Le taux de mortalité dépasse 50%, même avec les soins modernes. Chaque automne en Europe, entre 30 et 50 personnes meurent de la même façon. Des cueilleurs enthousiastes, des migrants qui confondent avec des espèces comestibles de leur pays d'origine, l'amanite phalloïde n'a pas besoin de venin spectaculaire. Elle a juste besoin de ressembler à autre chose.
Pain de Pont-Saint-Esprit. Pont-Saint-Esprit, gare, 16 août 1951. Les habitants achètent leur pain chez Roch-Briand, boulanger du quartier. Dans la matinée, les premiers symptômes apparaissent. Douleur abdominale, fièvre, sensation de brûlure interne. Le lendemain, les convulsions commencent, puis les hallucinations. Ce qui suit est documenté dans les archives hospitalières. Un homme se jette par sa fenêtre du premier étage en hurlant que des serpents lui dévorent les jambes. Un autre attaque sa famille à main nue, convaincu qu'ils sont des imposteurs. Une fillette de 11 ans décrit des tigres surgissant des murs de sa chambre. L'hôpital psychiatrique local est submergé en 48 heures. En 5 jours, 300 personnes sont touchées, 5 morts. Certains patients développent une force physique que les soignants décrivent comme impossible pour leur corpulence. L'enquête officielle conclut à une contamination par l'ergot de seigle dans la farine de la boulangerie Briand. Même mécanisme que le feu de Saint-Antoine médiéval. Alcaloïdes vasoconstricteurs, hallucinations, convulsions. L'explication tient jusqu'en 2009, quand un journaliste américain publie des documents d'archives suggérant que la CIA aurait utilisé Pont-Saint-Esprit comme terrain d'expérimentation du LSD dans le cadre du programme MKUltra. Théorie jamais confirmée, jamais totalement réfutée. Ergot ou LSD classifié, peu importe la molécule, une communauté entière a été plongée dans la terreur par son aliment de base. Les survivants refusent encore d'en parler 70 ans après. Certaines plaies ne cicatrisent pas, même quand on ne sait pas exactement ce qui les a causées. Absinthe. Suisse, 4 août 1905. Jean Lanfray, ouvrier agricole, a bu 2 verres d'absinthe le matin. La veille, il avait ingurgité du vin, de la bière, du cognac. Il rentre chez lui à midi. Sa femme n'a pas ciré ses chaussures. Il prend son fusil et tire. Sur sa femme enceinte, sa fille de 4 ans, sa fille de 2 ans. Il tente de se suicider, rate. À son procès, un seul coupable est désigné, l'absinthe. La fée verte règne sur le 19e siècle. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, tous en consomment quotidiennement. La recette, armoise, Artemisia absinthium, anis vert, fenouil, alcool entre 68 et 72 degrés. La tuyonne, molécule extraite de l'armoise, provoque à haute dose des convulsions, des hallucinations, des crises d'épilepsie. Couplée à l'alcoolisme chronique des milieux artistiques parisiens, elle dévaste les cerveaux plus vite que n'importe quelle autre substance légale de l'époque. La panique morale s'emballe. Suisse, interdiction en 1910. France, 1915. États-Unis, 1912. L'absinthe devient le symbole de tous les vices modernes. Folie, criminalité, dégénérescence. La réalité est plus banale. L'alcool à 70 degrés consommé en litres quotidiens aurait suffi à tout expliquer. Mais la tuyonne offrait un coupable plus spectaculaire que l'alcoolisme ordinaire. Elle revient en Europe dans les années 2000 avec une teneur en tuyonne plafonnée à 10 mg par litre. Les recettes anciennes en contenaient jusqu'à 260. Van Gogh s'est tranché l'oreille. Verlaine a tiré sur Rimbaud. L'histoire de l'absinthe est celle d'une société qui préférait condamner un ingrédient plutôt que regarder ses propres ravages en face. Fessic, le Nil, avril 2009. La fête de Cham el-Nessim, tradition égyptienne vieille de plusieurs millénaires, célébration du printemps hérité des pharaons. Des millions d'Égyptiens mangent du fessic, du mulet gris fermenté dans le sel pendant des mois. Cette année-là, 18 personnes meurent en 3 jours. Botulisme. Le fessic remonte aux premières dynasties. Dans un pays où la chaleur détruit tout en quelques heures, la fermentation salée est une technique de survie. On éviscère le poisson frais, on le sature de sel, on le laisse fermenter entre 6 mois et 1 an dans des jarres en céramique. Quand le processus fonctionne, le sel inhibe Clostridium botulinum. Quand il échoue, sel insuffisant, température mal contrôlée, durée raccourcie, la bactérie prolifère et produit sa toxine. 1 gramme cristallisé suffirait à tuer 1 million d'êtres humains. C'est la substance la plus létale connue. Les symptômes arrivent discrètement. Vision double, difficulté à avaler, puis la paralysie descend. Les poumons s'immobilisent. Sans respirateur en urgence, mort en 24 heures. Chaque famille artisanale a sa recette, transmise oralement depuis des générations. Dosage approximatif, durée variable, aucun contrôle sanitaire. Le gouvernement lance des campagnes chaque année. Les morts continuent. 3 à 5 par saison. Personne ne renonce. Le fessic n'est pas seulement de la nourriture. C'est une ligne directe avec les ancêtres. 5000 ans de tradition ne cèdent pas devant une statistique épidémiologique. Sanakji, Séoul,
2013. Un homme de 35 ans est attablé dans un restaurant spécialisé. Il commande du sanakji, poulpe vivant, découpé en segments, servi immédiatement. Les tentacules continuent de se contracter dans l'assiette. Les ventouses s'accrochent aux baguettes. Il en avale un morceau sans mâcher suffisamment. 3 minutes plus tard, il s'effondre, asphyxie par obstruction mécanique. Le sanakji obéit à un protocole précis. Le chef sélectionne un poulpe de taille moyenne, le découpe vivant en morceaux réguliers. Les segments continuent de bouger grâce à l'activité neuromusculaire locale qui persiste plusieurs minutes après la section. Le convive doit mâcher longuement, régulièrement, maintenir une pression constante entre les mâchoires pour désactiver les ventouses avant d'avaler. Une ventouse active dans la gorge peut exercer une pression de 15 kg par cm² sur les parois de la trachée. L'obstruction est totale. La manœuvre de Heimlich standard est souvent inefficace, entre 4 et 6 décès annuels en Corée du Sud. Le profil des victimes est remarquablement constant. Hommes adultes, généralement en état d'ébriété, qui avalent sans mâcher par bravade. La loi sud-coréenne impose désormais un affichage d'avertissement dans les restaurants et une formation du personnel aux gestes d'urgence. La tradition ne recule pas. Des vidéos de sanakji cumulent des centaines de millions de vues sur les plateformes mondiales. Des restaurants de Paris, Tokyo et New York le proposent comme curiosité gastronomique. L'animal résiste jusqu'à la dernière contraction. Quelques fois par an, il gagne. Cassave javanaise, Java, 1895. L'administration coloniale néerlandaise impose aux populations locales la culture intensive du manioc javanais, variété à haut rendement, particulièrement résistante. Les fermiers n'ont jamais cultivé cette plante. Ils ne connaissent pas ses exigences de préparation. On ne les leur enseigne pas. Les Hollandais veulent des calories produites vite, à faible coût, pour alimenter la main-d'œuvre des plantations. Ce qui arrive ensuite ne figure dans aucun rapport officiel de l'époque. Le manioc javanais contient 3 fois plus de glycosides cyanogènes que les variétés africaines traditionnelles. La préparation correcte exige un trempage continu de 72 heures dans de l'eau courante, renouvelée 2 fois par jour, suivi d'une cuisson prolongée à feu vif. Ce protocole lessive et volatilise les composés cyanogènes. Sans lui, chaque repas est une dose de cyanure d'hydrogène. Les symptômes chroniques s'installent discrètement. Goitre, troubles de l'équilibre, neuropathie des membres. Les enfants développent des retards cognitifs irréversibles. Les adultes perdent progressivement la motricité. En 1902, un médecin hollandais, Adolf Vorderman, documente l'épidémie dans un rapport circonstancié. Son travail est classé. La production continue jusqu'en 1920, quand les rendements déclinent et que la variété est progressivement abandonnée. L'empoisonnement au manioc colonial n'a pas de monument, pas de date commémorative, pas de nom dans les manuels d'histoire. Des milliers de morts et d'infirmes répartis sur 25 ans dans des villages reculés de Java. Le colonialisme tue de 1000 façons. L'empoisonnement alimentaire systémique est la plus invisible. Personne ne meurt d'un coup. Personne ne sait exactement pourquoi. Et le rapport qui le prouve disparaît dans une archive. Ce que cette liste révèle n'est pas la cruauté de la nature, c'est la fragilité du savoir. Chaque fois qu'un protocole de préparation ancestrale s'est perdu, chaque fois que la faim a imposé ses propres délais, chaque fois qu'une tradition a été coupée de ses racines, les corps ont suivi. Si cette vidéo t'a donné envie de vérifier le contenu de tes placards, laisse un like, ça aide vraiment la chaîne à continuer. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Et dis-moi en commentaire quel sujet tu veux explorer dans la prochaine vidéo. C'est toujours vos propositions qui donnent les meilleures idées.